Oui, c'est encore arrivé. Ce matin même, c'était un centre de distribution Wildberries au sud-est de Moscou, à Ryazan, accompagné de frappes sur la raffinerie de pétrole locale. Et il y a peut-être eu une tentative distincte au sud de Moscou qui a raté sa cible et a touché à la place un entrepôt appartenant à un tiers à proximité. Quoi qu'il en soit, les pertes totales s'accumulent. Même avant cette vague la plus récente, les services de renseignement estoniens estimaient le montant à 2 milliards de dollars, un chiffre qui semble inévitablement destiné à augmenter. Après tout, l'Ukraine a démontré avec enthousiasme sa volonté de frapper l'Amazone russe. Les dirigeants occidentaux n'ont quasiment rien dit de négatif sur cette stratégie, alors même qu'une réunion à la Maison-Blanche était l'occasion idéale pour Trump de le faire. Et les défenses aériennes russes ont montré peu de capacité à les protéger, puisqu'elles peinent déjà à protéger les systèmes de raffinerie mentionnés précédemment. Désormais, Wildberries et son principal concurrent Ozon, que l'Ukraine a également frappé la semaine dernière, traitent jusqu'à 8,5% du PIB russe. Le chiffre précis est complexe, gardez cela en tête. La question principale est de savoir si la nouvelle stratégie de frappe de l'Ukraine peut entraîner un effet de contagion qui fera chuter le reste de l'économie russe. Et la réponse à cette question est également compliquée, car ce qui se passe est opaque, comme tout le reste en Russie. Alors prenons un peu de temps pour essayer de comprendre dans quelles conditions les frappes contre Wildberries pourraient démanteler l'ensemble de l'économie russe. Je vais commencer par expliquer comment le modèle économique de Wildberries est étonnamment résistant aux frappes isolées sur les entrepôts. Avant que l'entreprise ne s'enthousiasme, nous allons expliquer pourquoi ils n'ont plus de modèle économique viable dans le contexte plus large de la campagne ukrainienne. Nous allons ensuite analyser les conséquences économiques directes des frappes, qui sont très importantes, et ensuite nous terminerons en examinant les risques d'un effet de contagion sur le reste de l'économie russe, ce qui, comme nous le verrons, est possible, mais il n'est pas clair de savoir exactement comment cela pourrait se produire. Mais d'abord, nous devons discuter des problèmes directs associés à ces frappes. Et je vais commencer par une bonne nouvelle pour l'entreprise, car presque tout le reste n'est que de mauvaises nouvelles. Les centres de distribution des géants du commerce en ligne comme Wildberries fonctionnent presque indépendamment les uns des autres. Ce n'est pas comme un modèle en étoile où un centre alimente les autres centres, et où ces centres dépendent aussi les uns des autres pour maintenir leur stock. Au contraire, les commerçants qui utilisent Wildberries comme vitrine envoient leurs marchandises directement vers les différents entrepôts, puis tout reste sur place jusqu'à ce que cet entrepôt doive traiter une commande locale. Du moins, c'est ainsi que cela fonctionne pour des sociétés cotées comparables. Il est plus difficile d'obtenir des informations directes sur Wildberries car il s'agit d'une entreprise privée et basée en Russie. Mais il n'y a aucune raison de penser qu'ils font les choses différemment, surtout que l'idée centrale de l'entreprise est de dupliquer le modèle économique d'Amazon. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Wildberries car cela montre qu'une frappe contre un entrepôt n'immobilise pas tout le réseau. Donc, lorsque vous voyez des statistiques comme 10% de la logistique de Wildberries est paralysée, vous devriez en fait prendre ces chiffres au pied de la lettre. Ces 10% ne vont pas causer de problèmes importants aux 10% suivants, qui à leur tour causeraient des problèmes aux 20% suivants, et ainsi de suite. Ne le considérez pas comme des dominos alignés. C'est aussi une bonne nouvelle pour les activités de Wildberries dans l'Est. C'est une entreprise nationale avec des entrepôts jusqu'à Vladivostok. La tyrannie de la distance signifie que la part des revenus de Wildberries provenant de l'AS est relativement à l'abri. Cela étant dit, laissez-moi passer aux mauvaises nouvelles pour Wildberries. Ils n'ont pratiquement plus de modèle économique fonctionnel. Et je ne parle pas seulement des entrepôts déjà en feu, mais aussi de l'ensemble de leurs opérations situées dans le rayon d'action des frappes ukrainiennes, ce qui représente la grande majorité des intérêts de l'entreprise, car le centre de gravité économique de la Russie est situé très à l'ouest. Le problème central ici, ce sont les attentes, et le fait d'essayer de faire participer chaque partie du système Wildberries. Parce que même si la direction de Wildberries veut continuer, ils ont quand même besoin de la coopération de tout un tas d'autres acteurs. Le problème principal est que le personnel se présente pour faire tourner les entrepôts. Imagine un instant travailler dans l'un d'eux. Pour la plupart des employés, le travail n'est pas particulièrement attrayant. Il t'épuise, mais au moins tu es payé en conséquence. Eh bien, ajoute maintenant une probabilité notable de mourir.
Alors peut-être que demain tu n'iras pas pointer. Cela n'arrange rien que le personnel de Wildberries semble ignorer les frappes aériennes imminentes, alors que les radars sont capables d'indiquer l'emplacement général de la cible. On pourrait penser qu'après les premières frappes sur les centres de distribution de Wildberries, ils auraient compris qu'ils pourraient être la cible, et qu'ils évacueraient en conséquence. Mais non, ils continuent à sortir des installations après que les attaques ont eu lieu. Quoi qu'il en soit, ce qui va se passer très rapidement, c'est que tous ces employés vont sérieusement reconsidérer le fait de travailler là-bas sans recevoir de prime de risque dans leur salaire. Et même si vous aimiez être employé chez Wildberries, vous devez aussi vous inquiéter que votre entrepôt disparaisse du jour au lendemain. Il serait peut-être judicieux de chercher un autre emploi dès maintenant afin de ne pas perdre de jours de travail. Et c'est là que l'opération militaire spéciale dans son ensemble va poser des problèmes au siège de Wildberries. Trouver un emploi en Russie est actuellement facile. Le taux de chômage dans le pays est de 2,1%, résultat du fait que des travailleurs valides sont envoyés en Ukraine et que l'industrie nationale de production militaire doit embaucher pour approvisionner tous ces soldats. Pendant ce temps, les vendeurs doivent s'attendre à réellement, vous savez, vendre leurs produits sur Wildberries, plutôt que de voir tout partir en fumée. En ce moment, les signaux que reçoivent les vendeurs sont exactement le contraire de ce dont ils ont besoin. Rappelez-vous, juste avant les premières frappes, Wildberries a mis à jour ses conditions d'utilisation pour rendre les fournisseurs responsables de toute marchandise détruite lors d'un acte de guerre ou d'une opération militaire spéciale. Opération militaire spéciale. Imaginez que vous êtes une petite entreprise dont la plupart des actifs sont dans un entrepôt Wildberries. L'idée de me retrouver soudainement en faillite, comme le sont déjà un certain nombre de petites entreprises, m'inquiéterait beaucoup. Maintenant, Wildberries pourrait résoudre ce problème en assurant simplement la valeur des marchandises dans son inventaire. Mais cela plomberait tout autant les résultats financiers de Wildberries. Cela paraît plutôt être un problème à résoudre par le Kremlin. Pourtant, dans la situation actuelle, les autorités en place n'ont offert aucun soutien concret. Un dernier point concernant les solutions à moyen terme. Wildberries ne peut pas résoudre ce problème en construisant de plus petits entrepôts, moins attractifs pour l'Ukraine. Le modèle économique fonctionne à grande échelle. Si vous n'avez pas de grands centres de distribution, alors vous n'avez pas d'entreprise rentable. Passons maintenant au véritable problème à l'ordre du jour d'aujourd'hui, à savoir s'il existe un risque systémique plus large pour l'économie russe. Et la réponse est oui, si l'on regarde une ou deux conséquences au-delà des cibles physiques de l'Ukraine. Mais une situation comparable à l'effet de contagion de la grande récession est beaucoup moins probable. Je vais d'abord aborder le problème des produits vendus. L'Amazon russe est un raccourci utile pour comprendre ce qu'est Wildberries, mais c'est trompeur lorsqu'on examine plus en détail leur modèle économique. Amazon produit elle-même un tas de produits et en vend directement beaucoup d'autres. Les vendeurs tiers font partie de l'écosystème, mais ils ne constituent pas l'ensemble de l'écosystème. En revanche, presque tout ce que les Russes achètent sur Wildberries est vendu par un tiers. Wildberries fait simplement office de vitrine et de prestataire logistique. À savoir, la valeur brute des marchandises de Wildberries, c'est-à-dire essentiellement le montant d'argent transitant par la plateforme, s'élevait à 6,1 billions de roubles en 2025. En supprimant les roubles qui ne font que transiter, le chiffre d'affaires réel de Wildberries était de l'ordre de seulement 1 à 1,5 billion de roubles. Notez que je dois utiliser ici des estimations comparables du secteur, car en tant qu'entreprise privée, Wildberries n'a pas publié ses chiffres de revenus. Par conséquent, il y a deux façons d'aborder cela. L'une d'elles est que tout s'effondre, et que 6,1 billions de roubles sont sur le point d'être effacés de l'économie russe. Moins la valeur durable qui existe à l'Est. Pour le dire en des termes plus familiers, cela représente environ 80 milliards de dollars. C'est aussi comme cela qu'on arrive au chiffre de 8,5% du PIB russe mentionné plus tôt, une fois que l'on ajoute les systèmes de commerce électronique plus larges qui sont attaqués. L'argument inverse est que les vendeurs peuvent chercher des solutions alternatives, ce qui atténuera les dégâts économiques totaux. Nous devons ici rester prudents quant à la faisabilité de ces solutions. Ces entreprises, ainsi que leurs concurrents potentiels, ne peuvent pas simplement relancer le modèle des magasins physiques du jour au lendemain. Même si elles le faisaient,
Je doute que cela dise grand-chose de l'opération militaire spéciale en général, car cela aurait fait reculer le progrès économique d'environ 20 ans. La meilleure alternative, qui n'est toujours pas une bonne alternative, simplement une alternative moins mauvaise, est de continuer à utiliser Wildberries comme vitrine, puis de traiter les commandes par vous-même. Je suis sûr que les vendeurs de taille moyenne vont essayer cela. Cela leur coûtera plus cher sans les économies d'échelle, et ce sera nettement plus lent pour les consommateurs, mais au moins, cela fonctionnera. Mais pour les très petites entreprises, ce sera un vrai cauchemar. Elles ne peuvent pas s'adapter à cette échelle, et avaient besoin de Wildberries pour ce rôle. En conséquence, ce chiffre de 8,5% mis en avant surestime probablement les dégâts, mais pas de façon exagérée. Et oui, un grand nombre de personnes qui perdent leur emploi en même temps, ce n'est jamais bon. Mais rappelez-vous que l'économie russe était déjà en surchauffe de toute façon, et ceux qui cherchent un emploi ne devraient pas rester au chômage trop longtemps, surtout si ces rumeurs de mobilisation s'avèrent vraies. Pour ma part, je décrirais les défis ici davantage comme des problèmes politiques pour le Kremlin, plutôt que comme un risque systémique pour l'ensemble de l'économie russe. Cependant, les choses se compliquent si l'on commence à examiner cela du point de vue du secteur bancaire et du risque de contagion. Et soyez patient avec moi un instant, car il est compréhensible que vous ayez entendu des messages contradictoires à ce sujet. Wildberries lui-même ne semble pas avoir de dette importante. Il dispose, ou du moins disposait, d'un flux de trésorerie important, donc il semblerait qu'il puisse au moins tenir le coup pendant un certain temps. Cela dit, il y a ici un certain tour de passe-passe commercial, car la société mère de Wildberries risque de sombrer. Rappelez-vous, le modèle économique ici était de créer d'énormes économies d'échelle. Cela signifiait investir dans un gigantesque réseau de distribution conçu pour récupérer des roubles vente après vente au fil des décennies. Maintenant, nous ne savons pas exactement à quel niveau se situe cette dette, encore une fois, parce que Wildberries est une entreprise privée. Mais une estimation, réalisée notamment avant que la saga des drones ne commence et donc non influencée par les opinions traditionnelles sur la Russie, l'évalue à 16,3 milliards de dollars. Environ 40% de cette somme est due à une grande banque publique. Ce serait donc très mauvais pour l'ensemble du secteur bancaire russe si Wildberries devenait soudainement insolvable. Cependant, il y a une différence entre très mauvais et adieu Poutine. Nous devons replacer l'ampleur du problème dans son contexte. Ceci représente moins de 1% du PIB. À titre de comparaison, les prêts hypothécaires subprimes en cours représentaient 9% du PIB américain pendant la crise financière. Bien sûr, la comparaison n'est pas tout à fait équitable, mais l'idée, c'est qu'ici nous parlons d'une seule entreprise, contrairement à la base d'un système financier beaucoup plus opaque. De plus, il ne fait guère de doute que Poutine viendrait en aide à l'entreprise si l'alternative signifiait une crise financière et la fin de son opération militaire spéciale. En somme, cela signifie que nous courons peu de risques de véritables effets de contagion sur l'ensemble de l'économie russe. Je tiens à ajouter que les chocs économiques actuels surprennent vraiment les économistes. Lorsque nous comprenons ce qui se passe avec le système, nous savons globalement comment mettre en œuvre des politiques qui atténuent les conséquences économiques négatives. C'est pourquoi, chaque fois qu'Internet s'exclame que la Russie est financièrement finie, il y a toujours une intervention qui ramène toujours le récit à l'idée que la Russie est touchée. Mais sous un autre angle, il y a certainement ici les pièces du puzzle pour quelque chose de bien plus grand. Mais une catastrophe potentielle ne nous sera pas évidente avant que nous soyons déjà en plein dedans. Ou, pour répondre à ce que promettait le titre, la destruction de Wildberries pourrait démanteler le reste de l'économie russe s'il existe un lien insoupçonné avec le système économique plus large. C'est probablement quelque chose qui m'empêcherait de dormir la nuit si j'étais aux commandes. Et cela compte peut-être double car, encore une fois, Wildberries est une entreprise privée et beaucoup de ce que j'ai évoqué dépend de ce que les gens croient vrai, sans certitude. L'essentiel ici est que l'Ukraine ne doit pas compter sur un effondrement russe. Pour l'instant, Wildberries n'agit pas comme si elle était insolvable. Wildberries Bank, souvenez-vous, c'est la Russie, donc bien sûr Wildberries a sa propre banque, a gelé les paiements de prêts des petits et moyens vendeurs pendant 3 mois. Cette mesure indique que Wildberries est dans une situation économique suffisamment saine pour pouvoir se permettre cela.
Ainsi, les marchés prédictifs estiment à seulement 9% la probabilité que Wildberries fasse faillite cette année. Je crois qu'il faut remettre cela en contexte. Vous avez sans doute entendu beaucoup de gens qui surfent sur la vague du Wildberries c'est fini ou du Poutine c'est fini vous dire que tout est terminé. Vous entendrez sûrement davantage de ce genre de déclarations dans les semaines à venir. C'est le beau message à envoyer si vous voulez générer des clics et vivre dans une bulle où la précision de vos prédictions a peu d'impact sur votre audience. Au moins sur les marchés prédictifs, les gens ne sont payés que s'ils ont raison ou tort. Et à l'heure actuelle, ceux qui ont quelque chose à perdre restent sceptiques quant au fait que même le premier domino tombera. Quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? Les frappes individuelles contre les entrepôts de Wildberries ont étonnamment peu d'effets directs sur la capacité globale de l'entreprise à fonctionner. Néanmoins, les effets indirects laissent l'entreprise sans modèle économique fonctionnel. Il y aura d'importants problèmes économiques et politiques pour ceux qui sont directement liés à l'entreprise, mais le risque d'une contagion générale est faible. Pendant ce temps, le risque que vous manquiez du contenu quotidien est inexistant si vous vous abonnez à ma chaîne secondaire, Lines on Maps Extra. J'aurais publié là-bas aujourd'hui sans les frappes soudaines de l'Ukraine sur ces entreprises logistiques fruitées, agaçantes. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de liker, partager et vous abonner, et je vous retrouve demain. Prenez soin de vous.